Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, je suis très content de t'accueillir. Nous sommes le samedi 7 février et j'ai un article incroyable à te présenter. Je suis très heureux d'être tombé là-dessus. C'est un article qui est super intéressant parce que ça va nous permettre de parler de plusieurs sujets en même temps. Mais en plus, vous allez voir, il est tout à fait compréhensible. Je pense, je vais faire en sorte en tout cas de rendre l'histoire la plus intéressante possible. C'est quoi? Eh bien c'est tout à fait l'histoire d'un vomi. Et oui, le vomi n'est pas qu'une substance qui est dégueulasse pour vous et moi, mais c'est également une substance d'un riche intérêt pour nos amis les scientos qui ont besoin de savoir tout un tas d'informations sur les espèces qui vivent et même qui ont aujourd'hui disparu. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Une espèce disparue, on parle d'une époque il y a 280 millions d'années. 280 millions d'années, une époque aujourd'hui bien révolue, mais qui est tout de même intéressante d'un point de vue histoire de la vie, bien sûr. C'est une époque qui même est avant les dinosaures, rendez-vous compte. D'ailleurs, on va d'abord faire ça. Petit contexte historique, petit contexte de l'histoire de la Terre, bien sûr. On rappelle que la Terre a environ 4,5 milliards d'années d'existence et que dans toute son histoire, eh bien, la Terre a connu plusieurs ères bien distinctes avec des habitants à sa surface qui ont été aussi bien différents. Et quand on parle d'une époque autour de 280 millions d'années, eh bien, en fait, on n'est pas dans l'époque des dinosaures, on est avant l'époque du dinosaure, étant celle plutôt associée au Mésozoïque, composé de trois parties, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Et donc le Trias commençant il y a moins 250 millions d'années, et bien si on est à moins 290, on est où techniquement d'après cette superbe frise? On est au niveau du Permien, qui est la dernière partie du Paléozoïque, le Permien. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que dit le Muséum d'histoire naturelle sur le Permien? À partir du Permien, à la suite d'une aridification du climat, la flore change considérablement, les plantes à graines deviennent dominantes, les nouvelles chaînes de montagnes subissent une forte érosion, les amniotes, ce qui consiste en les vertébrés à quatre pattes pondant des œufs, c'est très très large en fait les amniotes, se diversifient. Sur la terre ferme, dans les océans, le sommet et la chaîne alimentaire est dominée par des groupes proches des requins actuels. Donc en fait, les amniotes, ça va être, pour la faire simple, les mammifères, les reptiles et les oiseaux. Même si à l'époque, c'est un peu anachronique de parler de ce type de classification, parce qu'à l'époque, c'est pas tout à fait ce type d'espèces-là qui sont présents, mais grosso merdo, c'est ce genre d'animaux qui existent, quoi. Incroyable cette frise. Ouais, elle est très sympa. D'ailleurs, je vous recommande un peu toute la documentation que vous pouvez trouver sur le Muséum national d'histoire naturelle. Il y a quand même pas mal d'articles qui sont très sympas, qui parlent de paléontologie, de la lignée humaine aussi, qui sont super intéressants. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée du décor qui existe au Permien, puisque c'est cette période-là qui nous intéresse. Vous allez voir, on va parler des animaux du Permien et de justement que nous raconte ce vomi qui est fossilisé. Donc c'est là où j'espère ça va pas trop vous dégoûter, parce que a priori il n'y a ni odeur ni consistance particulière qui rappelle celle du vomi que vous pouvez connaître dans votre vie quotidienne. Effectivement, si vous mangez votre petit déjeuner maintenant, c'est peut-être pas le bon moment de suivre le live, mais vous inquiétez pas, on va rester sur quelque chose encore une fois, de relativement inerte. Hein. On n'est pas sur un vomi qui, je pense, peut vous dégoûter. Alors, j'ai quand même une image. En fait, il y a plusieurs images. Il faut que je vous montre plusieurs images. Il y a une image vraiment super. Est-ce que je vous la montre au début ou à la fin? En fait, elle est cachée derrière le titre, là. Mais il y a une image vraiment, je pense, assez explicite. Mais voilà, je pense que je vais vous la montrer qu'à la fin. Comme ça, je laisse les gens finir leur petit déjeuner. Est-ce que ça peut fossiliser un liquide? Eh bien, tout à fait. C'est le cas d'ailleurs de ce vomi qui a réussi à fossiliser. Alors, le liquide, en fait, en tant que tel, c'est pas le liquide qui fossilise, mais c'est plutôt la matière organique au sein du liquide qui va pouvoir se minéraliser, se transformer en minéral
à cause d'un certain nombre de processus à la fois microbiologiques mais également géologiques. Donc voilà, moi je suis vraiment pas du tout expert de la fossilisation pour le coup, mais il faut imaginer que la matière d'origine s'est transformée et en se transformant, se minéralisant, en fait est passée d'une matière organique à plutôt minérale, et en se minéralisant, en se fossilisant, elle a pu être conservée comme ça dans la roche. Suivant ce que tu vomis, c'est plus ou moins liquide déjà. Oui, en plus. Et salut Fremsk, bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de rejoindre. Vous arrivez au bon moment pour cette news incroyable qui, vous allez voir, moi, m'a vraiment passionné. L'article est super bien écrit, ça vient de The Conversation. On a une source primaire aussi qui est à disposition, dont je vais me servir pour vous montrer quelques petites choses en plus. Mais The Conversation résume déjà très très bien l'affaire. C'est un article écrit par un des chercheurs qui est responsable de l'étude, donc Arnaud Rebillard, qui est doctorant en paléontologie et qui travaille dans une équipe située en Allemagne. Alors en Allemagne, ils ont, il me semble, un fort passif pour l'archéologie et aussi probablement la paléontologie. En tout cas, ils ont un site en Allemagne directement dans une forêt allemande. On en parlera dans quelques instants. Et donc, ils ont pu faire un certain nombre de recherches chez eux directement et y extraire sur ce site tout un tas d'informations, dont ce fossile de vomi. Ok. Donc là, l'intérêt d'étudier un fossile de vomi, alors il est double, voire triple, parce que non seulement ça peut nous renseigner sur les espèces qui étaient présentes en même temps, c'est-à-dire l'espèce qui a mangé, qui a vomi, mais aussi les espèces qui ont été mangées par l'espèce qui a mangé. Donc c'est-à-dire qu'on a une idée de quelles étaient les espèces qui ont vécu en même temps. Et en plus de ça, avec le vomi, on peut savoir un peu le régime alimentaire et donc comment toutes ces espèces étaient liées dans ce qu'on appelle un réseau trophique, c'est-à-dire des liens, on va dire, alimentaires entre les différentes espèces. Qui mange qui, entre autres, même si c'est pas seulement cet aspect-là qui nous intéresse. Salut Luminelli, comment tu vas ? Je connais l'Allemagne pour un autre passif perso. Ah oui, alors il y a des passifs plus ou moins malheureux. On ne va pas bien sûr s'étendre. Surtout les aspects de notre très cher pays voisin. Donc voilà, le site paléontologique, c'est celui de Brommaker, plutôt. Donc ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, mais ce site de Brommaker, ils ont carrément un site internet qui fait la promotion du site paléontologique. L'objectif pour eux, c'est d'à la fois d'offrir bien sûr un espace de recherche pour les chercheurs, mais aussi un espace culturel pour le grand public, comme vous et moi, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont découvert. Donc c'est un peu une initiative à double objectif, un objectif de recherche pour les paléontologues qui veulent participer aux fouilles qu'il y a sur le site. D'ailleurs, je peux vous montrer vite fait, mais sur leur site, ils ont un petit espace 3D. Et donc c'est à la fois des opportunités pour des chercheurs en paléontologie, mais aussi un lieu de culture pour le grand public qui souhaite savoir qu'est-ce que sont en train de faire les paléontologues. Regardez-moi ces animations 3D, quoi. Là, vous avez des équipes qui sont en train de faire des trucs. Vous pouvez vous renseigner sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver ici. Bon, je clique au pif, je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Mais voilà, là, il y a un petit extrait, visiblement. Ah bah c'est en allemand, par contre. Alors le problème, c'est que j'ai l'impression que l'audio est en allemand, mais par contre, les textes sont en anglais. Donc si vous maîtrisez un peu l'anglais et que ça vous intéresse de vous renseigner sur ce site archéologique, paléontologique, devrais-je dire même, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Je vous mettrai le lien. Vous savez quoi, je vous mets de toute façon le lien de The Conversation dans le chat. Comme ça, vous avez accès à tout ce que vous voulez. Donc ce site, il est situé en Allemagne, en réalité dans une forêt, plus précisément. Alors si les gens qui sont vraiment intéressés par... juste à titre indicatif, pour les gens qui sont fans de géographie, voilà à peu près où est le site, dans la forêt de Thuringe. Je pense que ça doit se prononcer comme ça, si mes restes d'allemand me permettent de prononcer correctement ce lieu. Une forêt qui se situe pas mal au centre de l'Allemagne, les villes les plus proches étant Göttingen
ou Leipzig, si je prononce aussi correctement. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Allemagne. Donc une forêt dans laquelle il y a ce site de Bromacker, dans ce site à partir duquel ils ont trouvé, je le rappelle, ce fossile, ce fossile de vomi. Salut Croix-Croix. Alors c'est un vomi, ils ont non seulement réussi à savoir à partir des restes de vomi, les os qu'ils ont trouvés, parce qu'ils ont trouvé plein de petits os dans le vomi, ils ont réussi à la fois trouver, à identifier les espèces qui ont été bouffées, et en plus ils ont des idées, ils ont des hypothèses sur qui est le prédateur derrière le vomi, quoi, qui a régurgité. Alors ce qui est amusant, c'est que il y a carrément un nom qui est donné à ce type de caillou, parce qu'en réalité, le vomi fossilisé, bah, c'est de la caillasse, c'est des minéraux, hein, donc c'est un échantillon de cailloux, hein, c'est dans un caillou qu'ils l'ont trouvé, et ça a un nom, ça s'appelle les régurgitalites. Donc ça veut littéralement dire, lite c'est le caillou, ça veut littéralement dire le caillou à base de vomi, quoi. À base de trucs régurgités, quoi. Donc voilà, assez simple quand même, hein. Pour le moment... Là, ils ne se sont pas cassés la tête, les scientifiques, et tant mieux. Au moins, c'est relativement facile à comprendre, quoi. C'est moins classe que coprolite. C'est moins classe, mais au moins, tu comprends direct. Parce que coprolite, alors pour ceux qui ne savent pas, le coprolite, c'est aussi des fossiles, mais des fossiles de déjection de type caca, quoi. Voilà. C'est littéralement des cacas fossilisés, les coprolites. Et c'est intéressant que tu en parles parce que justement, l'article évoque le fait que, eh bien, ça peut être difficile de savoir quand on trouve ce genre de fossile, est-ce que c'est un coprolite ou est-ce que c'est un régurgitalite? Comment savoir finalement? Parce que vous êtes paléontologue, vous arrivez sur un site, vous trouvez des petits os comme ça agencés dans une matrice, dans un milieu, dans un endroit, dans un caillou, et vous vous dites, mais en fait, peut-être c'est juste un cacou, quoi. C'est juste la merde, ça se trouve fossilisé. Comment faire la différence? Eh bien, l'article explique qu'on peut faire la différence en faisant des analyses, bien sûr. Quoi d'autre? Donc, il suffit, entre guillemets, il suffit de passer le caillou dans une batterie de tests différents et en fonction de la composition chimique, on va pouvoir classer l'échantillon comme étant un échantillon de caca fossilisé ou alors de vomi fossilisé. Voilà. Bon appétit, bien sûr, hein, pour ceux qui mangent encore. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé au crible l'échantillon pour l'identifier. D'ailleurs, il y a une photo. Mais vous inquiétez pas, honnêtement ça va. J'ai pas fait de trigger warning parce que la photo, franchement, si en grand A ça vous dégoûte ça, bon, franchement ça ressemble pas à un vomi comme ça, de loin comme ça. C'est un tas d'eau. Le bousin c'est un tas d'eau mis ensemble comme ça ressemble pas foncièrement à du vomi, quoi. Bon, pour tous ceux et celles qui ont déjà vu du vomi dans la vraie vie, on est d'accord que si on n'a pas un œil de paléontologue, on ne remarque pas ça, d'accord? Bon, voilà à quoi ressemble la photo en grand A ici. En grand B, c'est une représentation 3D après avoir scanné, en fait. Ils ont scanné la roche. Et merci beaucoup Smart Puppet, merci pour le renouvellement d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. Donc en grand B, ils ont quoi? Ils ont scanné la roche et ils ont obtenu cette représentation en 3D. Donc en grand B, c'est l'agencement des os tels qu'ils sont à l'intérieur du vomi, ok? Et en C, c'est quoi? Bah, c'est les mêmes objets en 3D, mais qu'ils ont classés selon leur nature, selon leur taille. Je sais pas trop comment ils ont fait le classement, mais en tout cas, voilà, ils ont fait une simple représentation 3D où ils ont mis les différents os les uns à côté des autres, quoi. Ils les ont alignés, si on peut dire des choses comme ça. Parce que physiquement, le régurgitalite et coprolite sont similaires. Oui, physiquement, si tu as juste la roche comme ça, tu peux pas vraiment conclure. Si là, un paléontologue voit la roche en A, techniquement, ça ne lui suffit pas pour conclure sur la nature de l'échantillon, de quel orifice ça vient, quoi, pour le dire autrement. Donc ils ont besoin de faire des analyses complémentaires et en particulier des analyses chimiques, donc des analyses de composition chimique, savoir quels sont les éléments du tableau périodique qui composent l'échantillon.
Et donc l'article explique qu'il y a un élément qui permet de distinguer justement le vomi du caca. C'est quoi? Enfin, le vomi fossilisé du caca fossilisé en vrai, c'est le phosphore. Voilà, le phosphore est un élément qui est caractéristique des coprolites. En fait, quand il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Quand c'est une déjection qui vient du derrière, on va dire, eh bien, on se retrouve avec une matière qui est beaucoup plus phosphorée. Une matière qui... autour des os, en tout cas, on est censé retrouver autour des os. C'est ce qu'il précise, il me semble. On est censé retrouver une matière qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est le milieu, si vous voulez. C'est ce qu'il y a autour des os. Donc, cette matrice, elle est censée être chargée en phosphore si ça vient de la porte de derrière. Si c'est un vomi, alors le phosphore est beaucoup moins important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça vient de mécanismes de digestion qu'il y a à l'intérieur de l'organisme. Si ça sort par la porte de derrière, c'est qu'en général, ça a bien digéré et que les micro-organismes qui participent à la digestion ont pu quelque part transformer ou libérer du phosphore dans une certaine mesure, participer à la libération du phosphore et à le mettre, on va dire, de manière plus importante en évidence, quoi. Je connais pas les mécanismes exacts, je suis plutôt vague là dans mon explication, je reconnais. Mais voilà, imaginez simplement que comme c'est pas le même échantillon, parce que l'échantillon n'a pas vu les mêmes transformations entre un vomi qui lui n'est pas resté très longtemps et a été régurgité rapidement, et un caca qui lui a connu tout un tas de transformations supplémentaires et en particulier une activité microbienne particulière, eh ben on en ressort avec deux échantillons qui sont différents en nature chimique. C'est pour ça que le gaz qui sort, on appelle ça un P, comme le P bien sûr, comme pour le phosphore. Non, pas du tout. Pas du tout. Je le précise pour la team premier degré, bien sûr. Je débarque sur les vrais sujets. Oui, c'est le sujet le plus important auquel vous allez être confronté aujourd'hui, je pense, donc concentrez-vous. On passe tout ça au spectromètre et on sait tout de suite quoi. Alors, tu crois pas si bien dire parce que on va utiliser effectivement un type de spectrométrie pour... Alors ça, c'est dans l'objectif d'avoir ce qu'on appelle une analyse élémentaire, c'est-à-dire de quels éléments composent la matière. On fait de l'analyse élémentaire pour les éléments qu'on cherche, les éléments du tableau périodique. Je rappelle, pour ceux et celles qui sont pas très à l'aise avec la chimie, c'est ça les éléments du tableau périodique dont on parle, les fameux éléments de Mendeleïev. Donc on a des techniques d'analyse qu'on appelle l'analyse élémentaire, qui permettent de savoir quels sont les différents éléments qui sont à l'intérieur des os, enfin qui sont au niveau des os ou au niveau de la matrice. Je rappelle, la matrice, c'est ce qu'il y a autour des os. Donc là, je vais vous montrer, ça va être l'aspect le plus technique du stream, on va dire, mais vous allez voir, c'est pas non plus extraordinairement incompréhensible. En réalité, les chercheurs vont se servir de ce qu'on appelle la spectrométrie de fluorescence X, comme Twitter, bien sûr, puisqu'on va se servir de X pour savoir la composition de la matière. Mais non, c'est les rayons X, bien sûr. Putain. Faut tout vous dire à vous, hein, c'est pas possible. Alors, plus précisément, à quoi ça ressemble? D'abord, j'explique ou pas? Ouais, j'explique vite fait ce que c'est la Spectro X. Très rapidement, parce que je suis pas expert. Mais grosso modo, alors c'est pas la bonne figure. La Spectro X, c'est quoi? C'est vous avez un échantillon et vous le bombardez de rayons X. D'accord? Là, on a notre échantillon de vomi, voilà. On lui envoie des rayons X dans la gueule. Ces rayons X, ils vont être, en partie, certains vont être absorbés par la matière. D'accord? La matière, c'est quoi? C'est les éléments du tableau périodique, là. C'est le phosphore, le sodium, le fer, tout ce que vous voulez. D'accord? Il y a des éléments qui vont absorber, et chaque élément absorbe des fractions différentes de rayons X. Tous les rayons, il y a certains rayons X qui sont absorbés par certains éléments, d'autres rayons X qui sont absorbés par d'autres éléments, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'élément, genre le phosphore, par exemple, au pif, le phosphore absorbe des rayons X. L'élément phosphore, l'atome de phosphore absorbe des rayons X, et puis il se met à être un peu instable. Voilà, en fait, il chope de l'énergie. Il a chopé l'énergie des rayons X, d'accord, l'atome de phosphore. Sauf que il se met dans un état d'énergie plus élevé. Il est instable, quoi. Il est agité.
C'est comme un gamin à qui on a filé une barre de chocolat. Il a du sucre, en veux-tu, en voilà. Et il faut qu'il libère cette énergie, d'accord? Il est tout agité. L'atome, il est tout agité comme un gamin agité qui vient d'avoir son dopage de sucre. Et donc l'atome, il est agité parce qu'il a reçu une charge de rayon X dans la gueule. Il est tout excité. Et sauf qu'il va pas rester excité. Comme le gamin, il va jouer et tout. Et au bout d'un moment, il va se calmer. Et bien pareil, l'atome de phosphore, il est tout excité. Hop, il va d'un coup se relaxer, se reposer. Et au moment du repos, paf, il fait quoi? Il émet aussi un rayon X. Mais pas le même. Il émet un rayon X. Voilà, l'atome de phosphore, il se repose. Et paf, il émet un rayon X. Sauf qu'il émet un rayon X qui, lui, est caractéristique de sa nature à lui. C'est-à-dire que le phosphore, il va émettre un rayon X avec telle énergie. Très précisément. Et nous, on va faire quoi? On va collecter les rayons X qui sortent de la matière. D'accord? Et paf, ça fait choc à pic. Non, ça fait des rayons X. Donc, c'est comme ça qu'on collecte. On collecte tous les rayons X qui sortent de la matière. D'abord, on envoie la dose. Et en fait, les éléments eux-mêmes, ils vont renvoyer des rayons X. Ils vont d'abord, bien sûr, les absorber. Vous avez compris? Ils absorbent les rayons X, ils sont excités. Après, les éléments se calment. Au moment où ils se calment, ils en émettent. Et nous, on va récupérer ce qui est émis. Et en fonction de la nature des rayons X qui sont émis, ça va nous permettre de savoir la nature des éléments qui composent la matière, qui composent l'échantillon. Et on se retrouve comme ça avec des cartes. Je vous montre ça, ça vient de la source primaire, ça c'est super joli à regarder. On a des cartes comme ça, des cartes élémentaires, mon cher. On a des cartes élémentaires de l'échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, bon déjà en grand A ici, c'est la photo générale quoi. Ça en grand A c'est juste un scan général. Je crois pas qu'il y ait des éléments qui ont été. C'est une photo optique, oui voilà. Donc ça c'est juste une photographie en A. Mais après de B à G ici, vous voyez le truc en noir et blanc là, toutes les photos en noir et blanc de B à G, ça c'est des photos, c'est des cartes qu'on dit élémentaires, mon cher. Pourquoi? Parce que elles représentent chacune un élément. Par exemple, le B, là, c'est quoi? Le B, c'est le silicium. Donc là, on a une carte de la répartition du silicium dans l'échantillon. On voit que plus c'est blanc, plus il y a beaucoup. Plus c'est noir, moins il y a. Donc on voit que le silicium, il est surtout réparti autour. Ah, c'est normal parce que c'est les sédiments autour, là. Autour de l'échantillon, il y a les sédiments. Et les sédiments, c'est bardé de silicium, c'est des cailloux, quoi. Beaucoup de cailloux. Bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le phosphore en H, par exemple. Attends, c'est quoi le phosphore? Non, pardon, c'est pas H. Phosphore, c'est E. En E, ici, voilà, là, vous avez la carte ici du phosphore. Regardez comment le phosphore il est réparti. On voit qu'il y a du phosphore qui est concentré à certains endroits, mais que globalement, c'est assez sombre, quoi. Bon, ce qui nous intéresse, là, de savoir si c'est un vomi ou si c'est un caca, on a dit que c'est le phosphore. Et c'est pas le phosphore de n'importe où, c'est le phosphore de ce qu'on appelle de la matrice. La matrice, c'est quoi? On a un exemple sur la photo en A. Là, vous voyez la matrice. Bon, on voit pas beaucoup, hein, je suis désolé, je peux pas plus zoomer. Mais en fait, ici, avec mon curseur, je le montre vite fait en A. Vous voyez, c'est écrit Matrix, comme le film là. Ouais, c'est pareil. Vous voyez Matrix, vous voyez Neo, bah c'est pareil. Non, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Là, la matrice, elle est ici. Elle est désignée comme cette partie-là, d'accord? Là, vous avez une autre partie sur la photo, c'est bone, c'est les os, bien sûr. C'est les os digérés du vomi. Hein. C'est les os des petites bestioles qui ont été bouffées par le prédateur. Et là, vous avez à l'extérieur les sédiments. Donc, il faut distinguer les os de la matrice, c'est ce qu'il y a le milieu autour de l'os, et les sédiments, c'est ce qu'il y a encore plus à l'extérieur. D'accord? Suivez, hein! Vous suivez dans le chat. Après, il y a contrôle surprise. Bon, plus surprise du coup, parce que vous le savez, mais... Et là... Alors, c'est là où il faut que j'enlève Biboot. Hein. Désolé pour les... Je suis obligé de déplacer Biboot, parce que là... On voit rien sinon. Je la déplace doucement, vous inquiétez pas, regardez, hop. Ça va, smooth. Elle a pas bronché. Regardez ici en H. Attention, c'est le moment le plus technique après. Après, vous inquiétez pas, c'est facile, mais c'est pas non plus impossible à comprendre. En H, vous avez le résultat, justement, de la fluorescence X. Le but, c'est de savoir c'est quoi la composition je rappelle, le but c'est de savoir c'est quoi la composition de à la fois les sédiments, enfin surtout les os et la matrice.
Et en fait, vous voyez ici ce qu'on appelle une signature. C'est un spectre. Le nom technique, c'est spectre, mais on va dire signature, d'accord? C'est plus simple. Si vous avez une signature, vous avez la signature en rayon X de l'échantillon. Et donc l'échantillon, en fonction de ce que vous regardez... Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Bah, bien sûr que c'est clair. J'ai jamais été aussi clair. Regardez, avec la légende, vous allez comprendre. Cette signature en rayon X, il y a plusieurs couleurs. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir. On va y aller doucement. Vous avez en jaune les os. D'accord? La signature en jaune, ce sont les os. La signature en bleu, c'est le milieu. Et la signature en gris, c'est les sédiments. Je rappelle, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que c'est du vomi ou est-ce que c'est du caca? C'est bon, vomi, caca, vous reprenez votre attention. Est-ce que c'est du vomi ou est-ce que c'est du caca? Pour répondre à cette question, il faut savoir est-ce qu'il y a du phosphore dans la matrice? Parce que ça va être ça l'élément qui va permettre de juger si c'est du vomi ou si c'est du caca. On va regarder ensemble. Et y a-t-il du phosphore dans la matrice? La matrice est en bleu. Regardez, c'est en bleu ici. C'est le spectre bleu, c'est la signature bleue. On voit qu'au niveau du P, la P c'est pour phosphore, au niveau de la ligne, au niveau de l'endroit de la signature qui est censé marquer le phosphore, on voit que la courbe bleue est toute petite. Il y a un petit bump là, il y a un petit colline, mais c'est tout petit. C'est minuscule, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très très peu. Dans l'os, en jaune, il y en a beaucoup. C'est normal, parce que dans l'os, Jamy, le savais-tu? Dans l'os, il y a du phosphore, les amis. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'os, dans vos os à vous, dans les os de ces animaux-là aussi, on va retrouver du phosphore. Donc c'est normal que dans l'os, il y a pas mal de phosphore, puisque de base, c'est un composant des os, le phosphore, d'accord? Je rappelle, ce qu'on cherche, c'est dans la matrice. Et dans la matrice, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de phosphore. Comme il n'y a pas beaucoup de phosphore, alors on peut s'assurer que ce n'est pas un caca, mais c'est bien un vomi. Voilà comment vous faites de la science. C'est un truc de vous quand même. Vous faites une hypothèse. Enfin, vous posez une question. C'est quoi la nature de cet échantillon? Vous avez un critère qui est déterminant, le phosphore. Du coup, vous cherchez le phosphore. Vous remarquez que le phosphore est absent. Donc vous en concluez que c'est du vomi et pas du caca. Voilà. Ça vous a plu? Fin du stream. Non, c'est pas fini. L'article n'est pas terminé. Je n'ai pas fini. Mais voilà, ça c'était l'aspect le plus compliqué d'un point de vue analytique. C'est tout. Ah, c'était sympa quand même, non? Franchement. Bon, faut aller se concentrer un peu. Mais en vrai, c'est intéressant. Ça fait des belles images en plus. Franchement. Si c'est un vomi de coprophage, indeed, on est dans la merde. Comment on sait que c'est un caca? C'est pas un caca qui a été vomi. Et bah effectivement, il faudrait pas que ça soit une espèce qui mange du caca, quoi. Bah parce qu'on pense que l'espèce est pas... Comment ça s'appelle une espèce qui mange du caca? Des coprophages, c'est ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir d'autres indices. Non, en fait, si ça avait été du caca, ça devrait être chargé en phosphore. On rappelle que normalement, si c'est du caca, c'est que ça a passé un certain nombre de transformations à l'intérieur, de digestion, etc. Et ces transformations font en sorte de libérer du phosphore. Je pense que c'est du phosphore qui est libéré des os vers la matrice. Donc voilà, si ça avait été du caca, il y aurait eu forcément du phosphore dans la matrice. À mon avis, c'est ça. En fait, pour que un caca, normalement, enfin, les cacas ne digèrent pas toujours les os de manière, je pense, aussi efficace. Mais en réalité, je pense que dans la digestion des os, il doit y avoir de la libération de phosphore, comme je le disais, et qui doit après se retrouver dans la matrice. Or là, on ne trouve pas de phosphore dans la matrice, donc c'est probablement juste du vomi. Je suis scato et ça explique mes déficiences en phosphore. Et bien avec grand plaisir. N'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires hein, si le médecin vous recommande de le faire. Hein. Moi, je ne suis personne, bien sûr. Mais comment on le sait ça? Comment on sait quoi? L'histoire du phosphore? Bah parce qu'on a aussi des échantillons de coprolite. On a aussi du caca fossilisé. Et on sait que
Merci beaucoup Triangulum, merci pour le renouvellement, 23 mois déjà. On sait que dans le caca fossilisé, on retrouve beaucoup plus de phosphore dans la matrice. Voilà comment on le sait. Voilà. Je vais pouvoir remettre Biboot à sa place. Voilà. Quelle est la suite de l'histoire? Parce que ce n'est pas fini. Et vous allez voir, c'est intéressant. Maintenant qu'on sait que c'est plutôt un vomi, bon, bah, c'est intéressant de savoir quelle est l'espèce qui a mangé et qui a vomi. Et qu'est-ce qui a été mangé surtout? Qu'est-ce qui a été mangé? À partir de tous les os qui ont été récupérés, c'est là où les paléontologues, c'est des ouf malades, parce qu'ils sont capables, à partir de tous ces petits os, de vous dire, bah, on pense que c'est telle ou telle espèce, que ces os appartiennent à telle ou telle espèce animale. Et donc ils ont fait littéralement voilà, une étude des os, et ils ont été capables de vous dire, bon bah voilà, il y a au moins 3 animaux différents, et en plus de taille variée. Et ces 3 animaux, c'est quoi? C'est plutôt des reptiles. Alors, enfin, on les classifierait aujourd'hui dans les reptiles. Alors, à quoi ça ressemble? Parce que vous voulez des images que je peux comprendre. Enfin, je dis vous, mais moi aussi. Hein. Moi, je ne regarde que les images de toute façon. Bon, alors, il y a ce truc-là. Là, il n'y a pas d'image pour lui, mais c'est une sorte de reptile quadrupède. Par contre, les autres, il y a des images. Regardez, il y a ça, par exemple. Ça a été bouffé, ça. Voilà. Ce truc, cette merde-là. Enfin, ça, c'est un truc qui probablement ressemble à ça. C'est pas exactement ça. Ça, c'est du paléo-art, comme on dit. Donc, des paléontologues qui, en général, sont aussi artistes. Donc, il y a cette bidouille-là qui s'appelle le Dibamus. Alors, c'est que des espèces disparues. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Si, il y a des équivalents aujourd'hui. D'éventuels descendants, entre guillemets. Mais voilà. Il y en a eu un autre. C'est un diadectide. Alors, c'est quoi? C'est ça là. Voilà, ça aussi ça a été bouffé apparemment. Bon, voilà, ça vous embouche un coin. C'est incroyable. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que leur taille est assez variée. Que le carnivore, que le prédateur ici bouffe à la fois les petits comme les grands. Il n'y a pas de discrimination, quoi. Ça bouffe tout, quoi. C'est plutôt sympa. Repas 3 services, de fou. C'est que des reptiles, a priori, oui. A priori, oui. Alors, ce qui est d'autant plus amusant, c'est que l'espèce prédatrice, on a des hypothèses pour savoir ce que ça peut être. Et ce qui est d'autant plus amusant, c'est que cette espèce non pas pédatrice, mais prédatrice, cette espèce-là, elle appartiendrait à la famille des synapsides. Alors, c'est quoi les synapsides, en fait? C'est une branche dans le grand arbre du vivant où vous avez plein de branches, plein d'embranchements différents bien sûr. Et les synapsides, c'est un peu, si vous voulez, la grande branche qui contient les mammifères. Pour le dire autrement, les mammifères sont les derniers représentants, les seuls et uniques représentants vivants aujourd'hui de la branche des synapsides. D'accord? Vous êtes un synapside dans le chat. Tous les mammifères que vous connaissez sont des synapsides. Biboot est une synapside aussi. Vous êtes un synapside. Moi aussi. D'accord? Les synapsides, ce sont encore une fois les derniers, les seuls et uniques représentants... les mammifères, pardon, sont les seuls et uniques représentants des synapsides. Mais il y a 290 millions d'années, il y avait aussi des synapsides qui sont... si on veut, pour le dire rapidement, c'est un peu comme si c'était nos ancêtres qui ont donné nous. Et parmi les synapsides qui sont... en général connu et invoqué, en tout cas à cette époque-là, il y avait El Famoso Dimetrodon. Et ouais, le Dimetrodon, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais en fait, vous le connaissez, le Dimetrodon, au moins de vue. Il y a pas mal d'images d'artistes qui le représentent. Souvent, de visu, on a l'impression que c'est un reptile. C'est ça, le Dimetrodon. Là, quand vous regardez ça, vous vous dites, non, mais c'est un reptile, ça. Eh ben non, fake news, Donald Trump. Ce truc-là, c'est un ancêtre de mammifères, si vous voulez. C'est une espèce qui appartient aux synapsides et pas à la branche des sauropsides qui est un peu la branche parallèle des synapsides qui représente eux plutôt les reptiles, sauropsides. Pour la faire grossier, plus vulgarisation, thème à la taille de la vulga, c'est comme si vous aviez d'un côté les mammifères versus les reptiles. 2 branches qui s'affrontent, 2 grands ennemis de toujours, qui se foutent sur la gueule de tout temps. Ils se sont entrebouffés les uns avec les autres. Alors non seulement ils se bouffent entre eux, enfin, non seulement l'un bouffe l'autre, l'autre bouffe l'un, mais même au sein des reptiles se bouffent entre eux et des... Bon bref, c'est la guerre partout quoi. C'est la guerre.
Donc voilà, le dimétrodon qui est un de nos ancêtres, on pourrait dire ça un peu comme ça, c'est un synapside lui. Ce n'est pas un reptile, contrairement à ce que ça, intuitivement, la représentation peut nous laisser penser. Sinon, ça ressemble à ça, les ossements. C'est impressionnant, hein, les ossements de dimétrodon quand même. Il n'y a pas une image plus récente que 1897, si, probablement. En tout cas, là, ça, c'est une vraie image du vrai squelette. Donc bon, après, vous imaginez un peu ce que vous voulez. Mais, attends, est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs? Tiens, pourquoi il me le remet, lui? Oh, si, là, il y en a plein, là. Là, il y a plein d'images. Tu veux des images? En veux-tu? Voilà, regardez ça. Regardez, ça, c'est nos ancêtres, ça. Merde, t'en as une autre, là. Pourquoi c'est écrit Bogdanov 2006, là? Comment ça? Comment ça, les Bogdanov, ils ont travaillé sur les dimétrodons? Bon, passons. Plot twist. Je savais pas que c'était une flèche qu'ils avaient à leur arc. Non, c'est leur famille. La famille des Bogdanov était paléontologue. Comment? Voilà, bon voilà, vous avez plusieurs représentations. Oh, il y a même un mec là. Il y a son mail. Il y a un mec, il a laissé son mail. Oh, c'est le Bogdanov encore. Putain, on a le mail du Bogdanov, si on veut lui envoyer un mail. Vous croyez il va répondre? C'est lequel? C'est... Alors, je pense pas que ça soit malheureusement ceux qu'on connaît. Bon, bref, voilà. Bogdanov. Donc, trop intéressant ça, les dimétrodons. Dimétrodon qui pourrait être le prédateur qui a bouffé initialement les reptiles. Et c'est vrai que contrairement à son nom, contrairement à ce que peut laisser penser son nom, le dimétrodon ne fait pas 10 mètres, d'accord? Il a pas tout à fait la même taille. Je sais plus combien il fait exactement, mais voilà, c'est pas tout à fait la raison pour laquelle on l'a appelé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, donc soit c'est le dimétrodon, reconnaissable à sa crête dorsale, soit c'est un autre synapside carnivore de taille comparable, le Tambacarnifex, moins connu, que je connais pas. À quoi il ressemble, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une page wiki avec son nom? Avec une image, pardon. Alors peut-être... je pense qu'il faut aller sur Google Images, là. À quoi ressemble le Tambacarnifex? Carnifex, pardon, pas flex. Il est en train de flex. C'est le... Comment on appelle ça? C'est l'ancêtre des viandards. Voilà, on a trouvé l'ancêtre des viandards du chat, là. L'ancêtre de l'orgibus. Regardez, c'est l'ancêtre de l'orgibus dans le chat. Il est où? C'est ça, là. L'ancêtre des viandards, il est là. T'es mal à la taille du Tambacarnifex, là. Ça ressemble... Bon, ça ressemble pas à grand-chose, en fait. Hein. Ça ressemble à une sorte de dinosaure qui n'est pas un dino. Ah là, il y a un truc, un post Facebook. Source Facebook. Regardez-moi cette source Facebook de qualité quand même. On n'en fait plus des sources comme ça aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Good boy. Good boy Carnifex. Viandosaurus Rex. Bon, bref. Bogdanov, c'est un nom répandu. Ouais, je pense que c'est pour ça. On dirait un dragon de Komodo, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a un petit air. Bon, il y a pas... C'est des représentations encore tout ça. Faut pas vous dire que c'est exactement... Ça ressemble à ça, quoi. Ah bah là, lui, il est en train de bouffer le dimétrodon, lui. Là, dans cette représentation, il y en a un. Il y a un Cambarnifex qui est en train de bouffer le dimétrodon. Pauvre bête. Il bouffe même les prédateurs. Il est apex, lui, dans sa... C'est un super prédateur ou pas? Bon, je sais pas. On va peut-être pas aller jusque-là dans l'interprétation, mais à partir d'une image d'artiste, mais bref. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. On a deux hypothèses sur la nature du prédateur, de celui qui a bouffé les reptiles. C'est soit un dimétrodon, soit potentiellement un Tambacarnifex. Pourquoi on pense que c'est ça? Parce qu'il faut qu'il soit suffisamment gros pour qu'il ait mangé, on va dire, ces différents reptiles dont certains étaient quand même assez gros, quoi, assez mouse costaud. Surtout pour digérer des os comme ça, pour bouffer, pour aller jusqu'à manger ce type d'eau. Il faut que ça soit des espèces de synapsides qui soient suffisamment grandes, je pense, et connues pour leur prédation. Est-ce que je vais réussir à retrouver le truc là? Hop.
c'est peut-être un je sais plus quoi de chouette. Comment on sait que c'est ces deux animaux qui auront vomi? Alors du coup, j'y ai répondu vite fait, mais je pense que voilà, c'est par rapport à la nature des trucs qui ont été bouffés et au fait que ces animaux, voilà, il n'y a pas beaucoup de prédateurs qui sont capables d'ingurgiter des os de reptiles aussi épais, en fait, je pense. Par rapport voilà, au régime alimentaire. Enfin, en tout cas, parmi les prédateurs qui sont connus il y a 280 millions d'années, on n'a pas une liste méga exhaustive de tout ce qui existait. Peut-être que c'est un autre... Peut-être. En fait, on ne sait pas. Peut-être que c'est un autre prédateur qui est inconnu au bataillon, qu'on ne connaît pas, qui existait aussi à cette époque. C'est possible. Mais parmi ceux qu'on connaît, en tout cas, le Dimétrodon et le Tamba carnifex font partie des, j'ai l'impression, des candidats potentiels. Est-ce qu'on verrait une différence si ça avait été des charognards et donc aurait mangé les restes? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas sûr que l'article précise là de mémoire si c'est véritablement issu d'une chasse. Si on peut faire la différence entre un vomi là qui aurait été issu d'une chasse ou juste effectivement manger un corps qui vient d'être tombé. Je pense qu'on peut pas le voir directement ça, parce qu'à partir du vomi qui a déjà été prédigéré et compagnie, c'est compliqué quoi. Vraie question, est-ce que les charognards mangent des os? Bonne question, je ne sais pas. Et c'est bien possible, hein. C'est bien possible parce que les charognards, bon, ils mangent les cadavres, et donc ils peuvent manger les restes des cadavres, et qu'est-ce qui reste sur les cadavres? En général, les os, donc... c'est bien possible que une partie des... Certains charognards, peut-être pas tous, mais certains en mangent les os. Bonne question, hein, vous êtes basé dans le chat, vous avez une super question. Malheureusement, je suis pas assez calé. Donc voilà, la diversité des restes trouvés, ça suggère un comportement opportuniste où ces prédateurs ingéraient tout ce qui était à leur portée. Donc peut-être aussi effectivement des cadavres tombés du camion. De plus, ce régurgitalite, j'avais du mal, hein, agit comme une véritable capsule temporelle renfermant les restes de plusieurs animaux ayant vécu exactement à la même période. Donc c'est super riche d'un point de vue scientifique parce que tu peux pas faire plus preuve que les espèces vivaient en même temps, quoi. Si l'espèce a été bouffée, bah le prédateur et la proie vivaient probablement, enfin c'est sûr que ça vivait en même temps, quoi. Ça, là, t'as pas une preuve plus évidente et formelle, quoi. Peut-être même au jour près, disent-ils. Ce spécimen nous permet ainsi de vérifier la coexistence réelle de ces trois animaux. Donc ça, c'est stylé parce que voilà, des fois en géologie, tu te retrouves avec des ossements qui sont dans la même couche. Donc tu peux dire, voilà, s'ils sont datés du même espace. Mais quand les espèces sont datées de telle année, plus ou moins des millions d'années, genre 204, je dis au pif, mais admettons que tu dates des fossiles et tu as 280 millions d'années, plus ou moins 5 millions. Bon, bah ça se trouve, oui, les espèces ont probablement vécu en même temps, mais à cause de l'écart, l'incertitude sur la mesure, bon, bah peut-être qu'elles se sont pas tant rencontrées que ça, ou enfin, tu peux toujours avoir des doutes à travers le registre fossile, alors que là, quand c'est du vomi, bon, bah c'est bon, ils les ont bouffés, quoi. Ils ont vécu en même temps, c'est sûr. Les hyènes ne mangent pas d'os, ok, merci pour la précision. Les gens, c'est pas ouf, les os niveau nutriments, donc même les charognards sont pas fans. Après, il arrive qu'une partie d'entre eux, des os, alors pas entièrement, mais certains, soient en partie digérés. Donc bon. Oui, il faut bien vous dire, comme dit Asclope, que le Dimétrodon est plus apparenté aux mammifères que n'importe quel autre reptile que vous pouvez connaître. Donc bon. Et si le dino avait vomi un fossile? Alors là, ça peut pas être un dino, parce que les dinosaures sont pas encore apparus à cette époque. Les dinos n'apparaissent que enfin on va dire le Mésozoïque, qui est considéré comme la période des dinosaures, c'est autour de moins de 250 millions d'années. Là, on n'est pas du tout dans cette période, on est encore plus ancien, on est à 280 millions d'années, donc on est paléozoïque en fait. Donc les dinos n'existent pas encore à cette période. Donc voilà, quant aux suites à donner à cette recherche, eh bien l'article conclut en disant que eh bien peut-être les vomis fossilisés sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Là, c'est peut-être pas le premier vomi qui a été identifié, en tout cas, c'est le plus ancien vomi jusqu'à maintenant qui a été daté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement, il n'y a pas plus ancien vomi dans l'histoire
de la paléontologie qui a pu être caractérisé. 280 millions, ça bat tous les records. Mais voilà, ça nous laisse aussi entendre que peut-être il y a des échantillons de vomi auxquels qu'on a raté dans le registre, ou peut-être qu'on a attribué à des coprolites alors que ça n'en était pas. Bref, ça permet de se dire, mais attendez, peut-être qu'on passe à côté d'une richesse paléontologique importante, quoi, pour comprendre le lien qu'il y a entre les espèces et bien sûr leur nature en tant que telle, en tant qu'espèce. Prédatrice, proie, machin, leur régime alimentaire, hyper intéressant. À l'avenir, la combinaison de scans 3D, d'analyse chimique et de comparaison anatomique détaillée pourrait permettre de reconnaître d'autres vomis fossiles et de mieux relier ces vestiges aux prédateurs à leur origine. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça permet de reconstruire les réseaux trophiques, donc c'est-à-dire les liens qu'il y a entre les espèces, des liens entre autres de qui mange qui, mais pas seulement. Et bien sûr de tisser aussi, grâce à ces informations, eh bien, on peut avoir une meilleure représentation de ce à quoi ressemblaient les environnements, les écosystèmes terrestres il y a près de 300 millions d'années. Donc c'est quand même de sacrés paysages qui commencent à être dessinés. Et c'est quand même sympa parce que ça donne du grain à moudre aussi aux artistes qui peuvent avoir des indices pour mieux représenter le type d'environnement qui existait il y a à cette époque-là. Et pour conclure, ça c'est pour vous remercier d'avoir été patient et d'être resté jusqu'au bout. La cerise sur le gâteau, c'est la fameuse représentation. C'est bon, vous avez fini de manger ou pas? Attendez, je demande. Vous avez fini de manger, le chat? Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le paléo-art. Big up à tous les paléo-artistes qui m'écoutent peut-être. Bravo pour votre travail, merci d'exister. Le vomi. Alors, c'est une image scientifique. Une image scientifique. C'est ce que je m'apprête à vous montrer vient directement de la source primaire. Donc, ce n'est pas une image random trouvée sur Facebook, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une image qui vient littéralement de la source primaire, donc qui a été considérée comme relativement intéressante à montrer. Bon, je sais pas si on peut faire beaucoup de science avec, mais c'est une représentation du coup de paléo-art de la situation finalement de ce qui a pu se passer il y a 300 millions d'années avec notre ami Dimétrodon. Vous êtes prêts ou pas? C'est bon? Je peux montrer l'image. Bon, ceux qui vraiment supportent pas le vomi, je vous conseille de regarder ailleurs l'espace de quelques secondes. Hein. Allez, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà la scène telle qu'elle s'est passée. Non, en fait, on ne saura jamais. Mais voilà, en tout cas, une des représentations possibles de la scène s'étant déroulée il y a 280 millions d'années. Un Dimétrodon en train de gerber sa race. Voilà. Alors qu'à côté, bon, ils sont pépouses les autres. À côté, vous avez en fait des représentations des reptiles qui ont pu être bouffés. À côté, c'est les reptiles. À côté, c'est les reptiles qui sont des proies du Dimétrodon, quoi. Donc voilà, il a failli le vomir dessus. Donc voilà, on a un palais. C'est une image de science, hein. Ça vient de la source primaire. C'est scientifique. Cette image est scientifique. Cette image est en tout cas une représentation plausible d'une scène qui a pu se passer il y a 280 millions d'années. C'est plausible. Et je pense que même, là j'en ai pas parlé parce que je suis pas assez connaisseur, mais je pense que même la végétation est probablement tout à fait raccord avec le paysage de l'époque. Je pense qu'ils sont allés jusque là, hein, CRP jusqu'au bout des ongles. Hein. Voilà, les plantes aussi, mais moi je suis pas assez connaisseur, mais probablement que c'est les plantes du paléozoïque qui sont connues de cette époque-là. Est-ce que le sol était si aride? Bah, à force de vomir dessus, je pense pas, tu vois. Si, je pense pas, puisque le vomi, source d'engrais, de nutriments pour les plantes. En vrai, je pense que ça va, hein. Ce n'est pas si aride. Bon, en vrai, j'en sais rien. Ça sent l'IA. Non, en vrai, je pense pas. Je pensais que c'était de l'IA. Mais voilà, c'était quand même amusant, quoi. Tu peux expliquer c'est quoi un paléo-artiste ou le paléo-art au global? Alors, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais pour la faire simple, bah si, attends, je vais vous laisser devant l'image. Le paléo-art, en fait, c'est une discipline, une pratique super intéressante qui
mêle à la fois, comme son nom l'indique, la paléontologie et l'art, en essayant de faire des représentations à la fois artistiques d'informations paléontologiques, c'est-à-dire d'informations qui concernent les organismes vivants du passé, mais l'objectif étant de quand même avoir une sensibilité sur une contrainte, on va dire, sur la scientificité de l'information, en faisant des représentations artistiques qui soient aussi crédibles d'un point de vue scientifique. Même si, attention, c'est pas parce que c'est scientifique que c'est pas non plus inventé. C'est-à-dire que ça reste de l'art au sens où il y a d'une liberté, il y a forcément une liberté artistique qui est prise. Pourquoi ? Ne serait-ce que parce que en science, on ne sait pas tout. Et donc, autant on peut savoir, voilà, la nature du vomi, on peut savoir le squelette du dimétrodon, donc ce à quoi il peut ressembler grossièrement, mais les artistes auront toujours une forme de liberté pour représenter un certain nombre de tissus sur les organismes vivants ou pour représenter l'environnement. Bon bref, on ne saura jamais, ça c'est un peu la malédiction des paléontologues, on ne saura jamais ce à quoi ressemble vraiment le passé. On pourra toujours l'approcher un petit peu au regard des preuves scientifiques, mais il faut savoir que le paléo-art aura toujours une marge de manœuvre, une marge de liberté créative pour savoir... je sais pas, je dis au pif là, mais par exemple la couleur bleue là, la couleur bleue du bousin que vous voyez au premier plan là, je suis pas sûr que le bleu là il soit ultra raccord et qu'on soit en mode si c'est sûr c'était pigment bleu, pas sûr. Peut-être c'est le cas, mais voilà, c'est ce genre de détail qui permet, enfin c'est ce genre d'information qu'on n'a pas toujours, mais du coup ça laisse une forme de liberté aussi créative aux artistes qui sont derrière. Et en général les paléo-artistes ils ont un peu une double casquette. C'est souvent des paléontologues qui sont aussi des artistes, ou ça peut être juste des artistes qui sont demandés par des paléontologues pour faire telle ou telle représentation. Mais en général, ils ont un peu une double casquette. Même si c'est que des artistes, ils ont une sensibilité, en tout cas à la science et à la représentation réaliste, artistique. Voilà. Donc l'approximation peut être assez importante. Oui, l'approximation peut être parfois très importante. Mais faut être paléontologue pour être capable de véritablement savoir qu'est-ce qui relève de l'interprétation, de qu'est-ce qui relève de la réalité, enfin de qu'est-ce qui relève de la réalité scientifique. Voilà pour l'explication. C'est beau la liberté, dans 20-30 ans il n'y en aura plus, tout à fait. Donc vive les paléo-arts, vive les paléo-artistes. Merci pour leur travail parce que ça permet aussi non seulement d'illustrer à des fins scientifiques ce qui peut se passer, mais ça permet également au grand public d'avoir un petit peu une idée de ce à quoi peut ressembler le passé qui n'est plus présent. Lol, vous saviez que le passé c'est plus présent. Bon bref, en tout cas, je pense que l'intérêt des paléo-artistes c'est double. C'est non seulement un intérêt scientifique pour aider les chercheurs en paléontologie à avoir une meilleure représentation de leur objet d'étude, et aussi pour, encore une fois, le grand public, vous et moi, pour que nous-mêmes, on ait des images, des représentations qui percutent un peu plus que juste du texte, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important, le paléo-art. Et c'est fini, oui, tout à fait 10, tout à fait. C'est la conclusion de cet article, on s'arrête sur ce vomi de dimétrodon, j'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que, voilà, article que j'ai trouvé super intéressant à la lecture, parce que permettant de parler du passé, d'espèces disparues, de à la fois l'histoire de la vie, mais également l'emploi de techniques de chimie analytique qui me tiennent à cœur, comme la fluorescence X. Donc voilà, c'est je trouve un article super intéressant qui permet de parler de plein de choses différentes en science et de rappeler que voilà, la science est aussi un produit de plusieurs disciplines qui travaillent ensemble et qui permettent de produire ce genre de connaissances hyper intéressantes sur le monde. Voilà, des bisous YouTube, merci d'avoir été là, on dit au revoir à YouTube dans le chat, j'espère que t'as apprécié, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très très cool, beaucoup aimé cet article, et je te dis à très bientôt YouTube pour une prochaine rediffusion, prends soin de toi et du rock'n'roll, ciao bye bye.